Bonjour, dans ce nouveau vidéo consacré au bilan de la COVID 2020-2023, nous allons parler des traitements qui ont été mis au point. Alors, sur cette première diapo, on peut voir euh, un survol des molécules qui étaient déjà en essai clinique ou qui était prévu d'être en essai clinique pour ce qui est du printemps 2020, donc dès le début de la pandémie. C'est un article de revue qui est sorti en mai 2020 plus précisément. Et on peut voir qu'il y a de nombreuses molécules qui ciblaient l'entrée du virus dans la cellule ou bien la réplication du génome du virus une fois le virus entré dans la cellule, par exemple via des inhibiteurs dirigés contre la polymérase ou contre une des deux protéases du virus. Il y avait également des immunomodulateurs euh, qui étaient testés ou prévus d'être testés parce que, évidemment, on avait réalisé assez vite que les complications de la COVID-19 étaient liées à un dérèglement immunitaire. Parmi toutes ces molécules, un très petit nombre, finalement, ont euh, démontré un effet euh, qui était, euh, qui était souhaitable, qui justifiait que ces molécules soient approuvées. Alors, on va, dans ce vidéo, passer en revue ces quelques molécules. Donc, je vais commencer par euh, vous montrer un petit schéma qui est généré par l'OMS et qui fait le résumé des molécules qui sont recommandées ou au contraire déconseillées pour le traitement de la COVID-19. Donc, comme ça émane de l'OMS, évidemment, euh, ce ne sont pas des recommandations, c'est-à-dire que chaque pays fait ses propres recommandations. Mais le travail de l'OMS sert de guide et souvent les recommandations sont à peu près similaires d'un pays à l'autre. Donc, ici, ce qu'on a, ce sont les molécules qui sont fortement recommandées ou bien qui sont faiblement recommandées ou bien recommandées dans certains cas particuliers, c'est-à-dire une recommandation conditionnelle. Pour ce qui est des molécules qui sont déconseillées, on verra ça dans euh, la diapo suivante. Et les résultats sont stratifiés en fonction du degré de sévérité de la maladie. Donc, premièrement, dans les cas euh, sans complications, OK, ce qui correspond évidemment à la majorité des infections et même la grande majorité pour le cas des variants Omicron. On a donc certaines molécules qui sont conseillées ou pas. Et puis, on a une deuxième strate qui est la maladie sévère. Typiquement, ça correspond aux besoins d'oxygénation avec des signes de pneumonie, c'est-à-dire d'inflammation au niveau des poumons qui conduit à une diminution d'oxygénation. Et enfin, on a les cas critiques euh, correspondant à un décès, pardon, un risque de décès qui est plus élevé, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë et puis un syndrome pour certains patients de choc septique. Alors, pour ce qui est des traitements qui sont recommandés dans les cas les plus simples, c'est-à-dire les cas en absence de complications. Et en réalité, ça correspond également à tous les cas en début de maladie. Pour les gens qui développent des complications sévères, ça n'est typiquement pas dans les premiers jours de la maladie. Donc, euh, en début d'infection, ce sont surtout des inhibiteurs
du virus qui sont recommandés. Alors, Nirmatrelvir et Ritonavir, c'est le Paxlovid dont on va parler un peu plus tard. Il y a également le Molnupiravir et puis le Remdesivir. Je vous fais remarquer que le Paxlovid, et puis c'est devenu à peu près la même chose pour les autres, c'est utilisé principalement chez les patients qui sont à risque élevé justement de développer des complications, ok, telles que définies ici par un risque élevé d'être admis à l'hôpital, typiquement à cause d'une oxygénation insuffisante. Parmi ces inhibiteurs de virus, le Paxlovid est présentement, donc en avril 2023, le seul médicament antiviral qui soit fortement recommandé par l'OMS. Lorsque les patients sont à un stade plus tardif de l'infection et qu'ils ont développé des complications, en particulier si ces complications les amenaient à l'hôpital, eh bien, dans ce cas-ci, ce sont des inhibiteurs de l'inflammation qui sont prescrits. Et euh, parmi ces inhibiteurs de l'inflammation, il y a les corticostéroïdes. Et dans ce groupe des corticostéroïdes, on a la dexaméthasone, qui a été en fait le premier médicament de ce type utilisé avec succès pour la COVID-19, et également d'ailleurs le premier médicament COVID-19 qui a été démontré comme diminuant le risque de décès chez les patients qui ont des complications. Alors, vous remarquerez que ces médicaments sont vraiment réservés euh, pour, pour les patients qui entrent dans une phase de complications et ne sont pas conseillés pour les phases plus précoces. On va en revenir à ça à la diapo suivante. Et ensuite, n'oublions pas qu'il y a une partie de la prise en charge qui n'est pas pharmaceutique, qui n'inclut pas de médicaments en tant que tel. Et à l'intérieur de ça, l'intervention qui, depuis le début, a également été reconnue pour sauver un grand nombre de vies, c'est tout simplement l'oxygénation du patient. Donc l'oxygénation, il y a plusieurs types d'oxygénation. Ça peut inclure une, une ventilation ou pas, c'est-à-dire que ça peut inclure ou pas un appareil pour mécaniquement forcer l'entrée de l'oxygène chez le patient, dépendant de l'état du patient. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas traiter de ça ici, on va se concentrer sur les médicaments pharmaceutiques. Donc, passons maintenant aux médicaments qui ne sont pas recommandés par l'OMS et même qui sont déconseillés. Donc là encore, on a des médicaments qui sont soit, on va dire, faiblement déconseillés ou bien fortement déconseillés par l'OMS. Alors, je ne vais pas parler de toutes les molécules, je vais me concentrer sur quelques-unes parmi les plus connues, parmi celles dont on a le plus parlé. Donc, il y a d'abord l'ivermectine, qui est la fameuse molécule qui a été défendue notamment par le blogueur Joe Rogan. C'est une molécule qui n'a jamais vraiment été démontrée comme apportant un, un- un bénéfice clair. Elle continue euh, à être autorisée dans un contexte de recherche clinique, c'est-à-dire que cette molécule n'entraîne pas d'effets secondaires qui seraient si sérieux qu'ils justifieraient que la molécule soit ajoutée dans la liste des molécules qui sont fortement déconseillées par l'OMS. Euh, mais pour le moment, comme encore une fois, il n'y a pas de bénéfices clairs qui a jamais été trouvé pour pour cette molécule. Également, dans cette liste, on a les plasmas de convalescents. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche? Ça consiste en la purification, en fait, la préparation, on va dire, de plasma venant de personnes qui ont eu récemment la COVID-19 et qui sont convalescents, c'est-à-dire qu'ils sont
ils sont sortis de cette maladie. Évidemment, ils ont une concentration importante d'anticorps dirigés contre le virus dans leur plasma et d'utiliser ce plasma pour aider dans le traitement de personnes qui souffrent donc de complications liées à la COVID. Donc, les résultats de ces études jusqu'à présent ont été mitigés. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, cette approche se retrouve dans cette liste d'approches déconseillées faiblement, et réservées à de la recherche, clinique. Ce qui est, clair, c'est que c'est déconseillé, pour les, patients qui ne présentent pas des complications sérieuses et qui sont typiquement les patients qui sont dans, les phases précoces de la maladie. Hem, alors c'est, évidemment, c'est, d'un côté, c'est un petit peu dommage parce que c'est, à cette étape que le plasma de convalescence serait le plus utile parce que c'est là qu'on a le plus de virus, OK? Une fois que les patients sont rendus dans les complications sérieuses, en réalité, il y a plus beaucoup de virus en général. Hem Mais on peut présumer que la possibilité d'effets secondaires, sérieux associés à ces traitements par des plasmas, venant de convalescents qui sont en quelque sorte des transplantations de plasma. Donc c'est pas sans risque, OK? On peut, accidentellement transmettre une maladie par une telle procédure. J'imagine qu'on a estimé que les risques ne justifiaient pas qu'on utilise ça sur des patients dont on n'avait aucune idée s'ils allaient développer des complications ou pas et pour cette raison, c'est fortement déconseillé, dans ces phases précoces. Ensuite, les corticostéroïdes, incluant la dexaméthasone, eh bien, encore comme je l'ai dit un peu plus tôt, sont déconseillés également, pour ces patients et je vous, montrerai, pourquoi un petit peu plus loin. On verra que en réalité, si on donne ces immunomodulateurs trop tôt, en réalité, ça, non seulement il y a pas de bénéfice, mais en réalité, ça diminue hem, l'efficacité du contrôle de l'infection par le système immunitaire des patients. Quant à la fameuse hydroxychloroquine qui avait été, on s'en souvient, très défendue par, Didier Raoult de Marseille, Donald Trump et puis, d'autres personnes. Il y a, jamais eu le moindre bénéfice qui a été associé, heu, à cette molécule. Jamais eu la moindre démonstration d'un bénéfice dans une vraie étude clinique et pourtant il y a eu plusieurs études cliniques de grande envergure qui ont, inclus ce médicament. Aucune de ces études cliniques d'ailleurs n'avait été menée par Didier Raoult qui lui n'a réalisé que de petites études, qui n'étaient pas réellement des études cliniques. Hem et je précise aussi qu'il y a même eu, une étude visant à démontrer si l'hydroxychloroquine pouvait agir en termes de prévention de la maladie. Et là encore, il n'y a pas eu d'effet. Compte tenu du fait que, plusieurs personnes ont été malades suite à l'administration d'hydroxychloroquine, notamment, d'origine douteuse. Exemple, si je me souviens bien, il y avait un produit qui était destiné, hem, je crois à la désinfection heu d'aquarium qui contenait de l'hydroxychloroquine et au moins une personne a pris ça et est décédée. Donc pour ces différentes raisons, la la molécule a été, complètement abandonnée et est fortement, déconseillée. Et enfin, les traitements qui sont basés sur des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre le virus sont également fortement déconseillés. Ce sont, des traitements qui, comme on le verra, un peu plus tard, étaient actifs pour,
ce qui est des souches initiales de la COVID-19, celles qu'on trouvait en 2020. Mais à partir du variant Delta et encore plus avec le variant Omicron, le virus est devenu à peu près complètement résistant à ces anticorps qui avaient été développés en 2020. Donc, au début de la pandémie, évidemment, on avait besoin d'antiviraux et la voie la plus simple, c'est d'utiliser des molécules antivirales qui existent déjà, qui ont été démontrées comme inhibant d'autres virus. Donc, c'est l'approche qu'on appelle le repositionnement ou réutilisation. En anglais, on va le trouver sous l'appellation repurposing. Et il y a des avantages à cette approche. Premièrement, les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques sont connues. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Alors la pharmacocinétique, en réalité, c'est l'étude du devenir de la molécule, c'est-à-dire, quand la molécule est administrée, quelle proportion de cette molécule va se retrouver dans le système, quelle va être la durée de vie dans le système, comment cette molécule va être, éliminée. Et la pharmacodynamique, c'est l'étude de l'interaction en profondeur entre, la molécule et l'hôte, à qui on a administré cette molécule, incluant, les effets, secondaires. Donc, puisque tout ça a déjà, été étudié pour les molécules qu'on réutilise, donc incluant, pour parler peut-être plus clairement, les effets indésirables, mais il n'y a pas besoin de refaire toutes, ces études. Donc les dosages, les dosages à utiliser sont déjà connus, le risque d'effet indésirable est déjà connu. Donc on peut éviter complètement les études de phase 1. Alors quand on développe des médicaments ou des vaccins, on a typiquement 3 phases d'essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 2 et phase 3, ça vise à déterminer l'efficacité de l'approche contre la maladie. Mais la phase 1 ne vise qu'à déterminer l'innocuité. Okay? Donc, déterminer quel va être le dosage à utiliser de façon à limiter les effets secondaires. Donc, tout ça, c'est déjà fait. Et ça va faire en sorte que l'approbation va être obtenue beaucoup plus rapidement si les molécules démontrent une efficacité contre le nouveau pathogène. Donc, l'exemple typique de ça, c'est le remdesivir, dont on va parler à la diapo suivante, qui à l'origine avait été développé pour l'hépatite C, et par la suite a été testé pour Ebola. Alors, c'est une molécule qui a également été montrée comme ayant un effet antiviral contre d'autres virus. L'inconvénient de cette approche de repositionnement, c'est qu'évidemment, ben, on a des molécules qui ne sont pas optimisées contre le nouveau pathogène. Et ces molécules tendent à être moins efficaces que des molécules qui seraient, développées donc spécifiquement pour inhiber le nouveau, pathogène. Alors parlons un petit peu du, remdesivir. Alors comme je l'ai expliqué, c'est un antiviral, qui est à spectre large. Spectre large, ça veut dire qu'il inhibe, plusieurs virus, très différents les uns des autres. Heu un petit défaut avec le remdesivir, heu, c'est que c'est un médicament qui est injectable. Donc ça, évidemment, c'est un problème parce que ça signifie qu'on va avoir besoin de personnel médical pour administrer le médicament versus, un patient qui va, chercher son médicament à la pharmacie pour le prendre seul, chez lui. La cible du remdesivir est la polymérase du virus. Donc, quand le virus rentre dans, la cellule, la, polymérase, va, hem être, produite à partir de l'ARN, génomique, OK? Donc RDRP, c'est la polymérase et puis, elle va être utilisée pour copier le génome, c'est ce qu'on appelle la réplication du génome et également pour transcrire des ARN plus petits, donc produire des ARN plus petits et ces petits ARN vont servir à la production, de toutes sortes de protéines, mais notamment des protéines de structure, du virus. Donc le remdesivir va, se fixer
à la polymérase du virus et empêcher donc la réplication de ces ARN. C'est une molécule qui appartient à la famille des analogues de nucléosides. D'accord? Les nucléosides sont les précurseurs de nucléotides, les nucléotides qui sont utilisés pour justement synthétiser ces nouveaux génomes. Donc, les analogues de nucléosides tels que le remdesivir vont agir en compétition avec les nucléotides naturels pour se fixer à la polymérase du virus. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir tout simplement une neutralisation de l'activité de la polymérase. C'est un mécanisme classique. Et puis, je dois ajouter que les analogues de nucléosides sont une très vaste famille d'inhibiteurs, probablement la principale famille d'inhibiteurs viraux, à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des inhibiteurs du VIH, du virus de l'herpès et de plusieurs autres. Alors, voici les résultats une des premières études cliniques visant à analyser l'effet du remdesivir. Et ici, ce qu'on observe, c'est la durée en nombre de jours entre l'incorporation des patients dans l'essai clinique et la fin de la maladie, ok? C'est-à-dire le moment où le patient peut sortir de l'hôpital. Et on a stratifié les résultats. Donc, overall, ici, ça inclut tous les patients. Ok. Et dans la seconde fenêtre aussi, on a un schéma qui correspond aux patients ne recevant pas d'oxygène, c'est-à-dire les patients qui ont symptômes qui sont modérés. Okay? Donc, c'est la plupart des gens. Ensuite, les patients qui reçoivent de l'oxygène, donc ils ont été admis typiquement à l'hôpital, ils reçoivent de l'oxygène, et ceux-ci, ils reçoivent en D et dans E, ils reçoivent de l'oxygène via des techniques plus poussées. Okay? Ça correspond à une perte plus importante du niveau d'oxygénation. Donc, la courbe en bleu montre les patients traités au remdesivir versus les courbes en rouge qui sont les patients à qui on a donné un placebo. Alors, si on commence à regarder la population, l'ensemble de la population euh, atteinte de COVID-19, vous voyez que remdesivir a un petit effet positif, c'est-à-dire que vous regardez à peu près à n'importe quel jour après le début du traitement, eh bien, il y a un peu plus de chances que les personnes qui reçoivent du remdesivir soient sorties de la maladie comparé aux personnes qui ont reçu un placebo. Mais écoutez, clairement, c'est vraiment pas un effet qui est très spectaculaire. Okay? De plus, si on regarde les patients qui sont atteints avec des symptômes modérés, okay? Donc ceux-là n'ont pas eu besoin de se rendre à l'hôpital, typiquement, vous voyez qu'il n'y a aucun effet bénéfique qui serait statistiquement significatif. Okay? Et si on, dans le fond, pour exprimer ça le plus simplement possible, si vous regardez ici la zone rouge, donc non pas seulement la courbe, mais la zone qui est colorée en rouge, vous voyez que elle est partiellement superposée à la zone qui est en bleu. Donc ça, ce sont des visualisations statistiques, puis ça nous indique qu'il n'y a pas d'effet euh, significatif. Par contre, chez les patients qui ont des complications, mais des complications qui sont relativement modérées, là, c'est le groupe de patients chez qui il y a pardon, le plus d'effets positifs. Donc, si on regarde 30 jours, donc un mois après le début du traitement, eh bien, il y a à peu près, à vue d'œil, je dirais qu'il y a à peu près 85% des personnes qui ont reçu le traitement qui vont être sorties de la maladie, donc ils ont récupéré, versus environ, je dirais, 70%
pour les patients qui ont reçu un placebo. Donc, encore une fois, c'est une assez petite différence, mais elle est significative. Pour les patients qui sont beaucoup plus sévèrement atteints, là, par contre, on revient à une absence d'effet significatif. Donc, au final, il y a un petit effet qui a justifié le fait que le remdesivir ait été autorisé dans de nombreux pays sur une base d'urgence, dans le fond, considérant qu'il n'y avait aucune autre approche antivirale qui existait. Mais dès qu'on a eu des molécules qui fonctionnaient mieux que le remdesivir, l'utilisation du remdesivir a fortement diminué. Donc, on va passer à un autre inhibiteur de la polymérase de la COVID-19, qui est le molnupiravir. Donc, ça a été le deuxième médicament antiviral à être autorisé. Au Canada, ça a été fait un petit peu plus tard que dans d'autres pays, en janvier 2022. Le gros avantage de cette molécule antivirale, c'est qu'elle est administrée oralement. Okay? Donc, pas besoin d'être injectée. Là encore, c'est un analogue de nucléoside. Vous voyez, vous avez ici la structure du molnupiravir. Et les connaisseurs, là, les personnes qui ont fait des études en biologie ou biochimie reconnaîtront leur nucléotide. Et nucléoside, pardon, plutôt. Donc, bien évidemment, tout comme le remdesivir, c'est une molécule qui va agir en ciblant la polymérase virale en compétition avec les nucléotides naturels. Et ça va donc désactiver la polymérase, ou en tout cas diminuer son activité. Il y a également un deuxième mécanisme qui est associé au molnupiravir, c'est que c'est une molécule qui va provoquer l'hypermutation du génome viral. Donc, lorsque la polymérase virale n'est pas totalement inhibée, qu'elle parvient à synthétiser un génome viral, ce génome viral, il est fortement muté en présence de la molécule. Donc, voici un extrait de l'étude qui rapportait le développement de cette molécule et qui démontre cet effet. Alors, je vais aller très vite ici. Dans le cas donc l'étude comparait le remdesivir, qui était donc déjà connu et approuvé à ce moment-ci, à la nouvelle molécule molnupiravir, qui à cette époque-là s'appelait NHC, avec plusieurs numéros derrière. Vous comprenez que avant d'avoir un nom officiel, les molécules ont typiquement un nom qui est interne à la compagnie et qui souvent porte des numéros. Alors, à la concentration la plus élevée de remdesivir, on voit qu'il y a une grosse diminution dans la quantité de virus qu'on a en culture après seulement 24 heures de traitement. D'accord? Comparé au contrôle ici dans lequel il y a une absence d'inhibiteurs. Et puis là, après 24 et encore plus après 48 heures, évidemment, il y a une explosion du nombre de virus. Ici, l'échelle des Y, là, ça montre la concentration en virus. Avec le molnupiravir, il y a également une diminution de la quantité de virus présente après 24 ou 48 heures. Cette diminution est en réalité moins grande que pour le remdesivir. Par contre, si on maintenant séquence les génomes qui ont été produits dans les deux cas et qu'on regarde le taux d'erreur dans ces génomes, c'est-à-dire le taux de mutation, eh bien, on voit que le remdesivir ne provoque pas de mutation, que le taux de mutation est similaire à ce qu'il est en l'absence d'inhibiteurs. Par contre, le molnupiravir provoque l'arrivée d'un grand nombre de mutations. Donc, c'est un deuxième mécanisme d'action et ces mutations, une partie d'entre elles vont résulter en ce que les protéines qui sont mutées soient moins fonctionnelles et parfois pas fonctionnelles du tout. Cela dit, c'est un mécanisme qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes parce que le molnupiravir,
pourrait contribuer à ce que l'évolution du virus SARS-CoV-2, donc virus de la COVID-19, soit encore plus rapide. Et donc, s'il était utilisé largement, il pourrait contribuer à ce que de nouveaux variants arrivent. Okay. Et plusieurs scientifiques ont réclamé qu'on interdise purement et simplement ce médicament sur la base de ce risque. Au final, il n'y a pas eu une telle interdiction jusqu'à présent. Par contre, c'est une molécule qui est très peu utilisée en raison notamment de l'arrivée à peu près concomitante d'une autre molécule qui est bien plus efficace et qui est vendue sous le nom Paxlovid. Donc le Paxlovid a été approuvé au Canada à peu près en même temps que le molnupiravir. Et en réalité, c'est un nom commercial qui cache un mélange de deux molécules. Une de ces deux molécules est le nirmatrelvir, qui est un inhibiteur de la protéase virale. Donc, on change de cible, c'est plus la polymérase maintenant, c'est une des deux protéases. L'autre molécule, c'est le ritonavir. Le ritonavir est également un inhibiteur de protéase, mais le ritonavir n'inhibe pas les protéases du SARS-CoV-2. Ritonavir, en réalité, va inhiber la dégradation du nirmatrelvir par des protéines cellulaires. Donc, ritonavir est présent seulement pour maintenir une concentration élevée du nirmatrelvir après administration. Okay. Alors, si on se penche ici sur le cycle du virus, eh bien, vous vous souvenez qu'après l'entrée du virus, les protéines du virus sont exprimées, enfin certaines protéines du virus sont exprimées à partir de l'ARN génomique. Ces protéines sont ensuite maturées, c'est-à-dire que des précurseurs protéiques sont coupés en petits morceaux par la protéase du virus. C'est le travail de la protéase de faire ça. Et une de ces protéines, c'est justement la polymérase qui va donc ensuite copier l'ARN génomique. Alors, on a déjà vu que molnupiravir et remdesivir sont des inhibiteurs de polymérase. Donc, ils agissent à ce stade ici au moment de la réplication de l'ARN génomique et puis de la transcription de certains ARN qu'on appelle ARN messagers. Le nirmatrelvir, en réalité, agit un petit peu en amont de ça, au moment de la production de protéines matures, incluant donc la polymérase. Dans tous les cas, ce sont des molécules qui agissent dans ce qu'on appelle les étapes précoces de l'infection. Le Paxlovid est administré oralement comme le molnupiravir. Et encore une fois, je ne peux souligner suffisamment le fait que c'est un énorme avantage comparé aux médicaments qui sont injectables. Ce qui a beaucoup changé par rapport au remdesivir, c'est que dès le départ, le Paxlovid a été développé avec comme objectif d'être utilisé seulement chez les personnes qui sont le plus à risque de développer des complications. Et les essais cliniques qui ont eu lieu se sont adaptés à cet objectif et je vais vous le montrer sur la diapo suivante. Avant ça, je peux juste indiquer que le nirmatrelvir, il a été en réalité développé à partir d'une autre molécule qui avait été conçue pour inhiber d'autres coronavirus, OK, et qui n'avait pas été commercialisé, d'accord, mais qui existait. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'on a l'espoir que le nirmatrelvir ou des molécules proches pourrait être utilisé comme médicament pour contrer de futures pandémies ou de futures épidémies, en tout cas à coronavirus, même si le coronavirus, même si ce futur coronavirus est différent de la COVID-19 qu'on a vécu dans les 3 dernières années. Au final, c'est une molécule qui a cependant été relativement peu utilisée. Il y a 2 raisons à ça. La première raison, la raison principale, c'est que cette approche de se concentrer sur les personnes les plus à risque de développer des complications,
c'est certainement ce qu'il fallait faire, c'est une bonne idée, mais ça a été plus difficile qu'on l'avait peut-être envisagé à mettre en place. Parce qu'évidemment, on se pose la question de savoir qui va décider exactement à quel patient, administrer ce médicament. On parle d'un médicament qui est administré tôt, OK? Dès que les gens ont reçu, heu, un, un diagnostic positif d'infection. Donc les gens sont pas du tout rendus, aux étapes de complications, ils sont pas du tout dans un hôpital. La majorité n'ont même pas consulté de médecin, OK? Donc évidemment, on peut avoir des médecins lorsque les gens ont accès à un médecin, ben, ça peut être un médecin qui décide de ça. Ce serait la personne idéale. Malheureusement, dans beaucoup de pays, dont le nôtre, dont le Canada, les gens n'ont pas accès facilement à un médecin. Par contre, les gens ont généralement accès facilement à, un pharmacien ou une pharmacienne. Et donc l'idée pour ce qui est du Québec, en tout cas, ça a été de donner aux pharmaciens la responsabilité de décider ça. Les pharmaciens n'ont pas et du tout été, hem très excité à cette idée. Une raison pour ça, c'est le côté compliqué de la procédure. Il y avait un long questionnaire à faire, à passer, dans le fond, à réaliser avec le patient pour, au final, parvenir à cette décision de traitement ou pas. Donc et pour le futur, ce serait probablement quelque chose à revoir, là, ce processus de décision, pour ces médicaments heu qui sont plutôt réservés aux gens qui sont à risque de complications. Mais c'est quand même une approche intéressante. Une autre raison pour laquelle ça a été relativement peu utilisé, c'est que on a rapporté des cas de rechute. C'est-à-dire que, concrètement, quand quelqu'un, devenait infecté, donc cette personne, si elle était à risque de complications, prenait le Paxlovid pendant un certain nombre de jours et la quantité de virus dans le système de cette personne chutait, comme on s'y attendrait, et tout allait bien pendant la durée du traitement. Mais quand la personne arrêtait son traitement, la quantité de virus, remontait avec parfois des complications, OK? Donc ça, évidemment, c'est pas souhaitable d'avoir ce risque-là et ça a un petit peu refroidi, l'intérêt dans cette molécule. Alors, je veux vous montrer le résultat d'un des essais cliniques qui ont été faits pour le Paxlovid. En l'occurrence, c'est le premier qui a été publié. Donc, je vais souligner les différences avec ce que j'ai montré un peu plus tôt pour le Remdesivir. Donc ici, on a 1000 patients Covid, OK? Eux, ils sont traités, dans les premiers jours après l'infection. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est là qu'on a du virus, d'accord? Qu'on a le plus de virus. Encore une fois, au moment de cet essai clinique, on savait déjà que ça ne servait à rien de donner de tels médicaments antiviraux à des gens qui sont déjà entrés en phase de complication. Ça, hem et donc les gens ont reçu le Paxlovid ou bien un placebo. Tous ces patients étaient non vaccinés, évidemment, parce que les patients vaccinés ont beaucoup moins de chances de développer des complications, donc ça aurait pas de sens de le tester chez les vaccinés. Ils étaient tous symptomatiques et non encore, hospitalisés et surtout, ils avaient tous au moins une comorbidité connue pour favoriser les complications de la COVID. Donc là, on parle donc les facteurs de risque habituels, OK, traitement contre le cancer, obésité, et cetera. Alors, et donc tout ça, c'est vraiment en contraste avec ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le Remdesivir, qui était une étude dans laquelle ils avaient inclus tous les patients COVID qu'ils pouvaient trouver, OK? Donc ici, on voit le, le risque d'être hospitalisé ou de décéder, OK? Suite au traitement, ou bien au placebo et là, on voit par contre que le risque donc d'avoir des complications sérieuses est beaucoup plus petit chez les gens qui ont reçu le Paxlovid comparé au placebo. Donc il y a 2 raisons pour ça. Premièrement, l'essai clinique est différent de ce qu'il était pour les Remdesivir, c'est-à-dire principalement le fait qu'on se concentre sur les patients qui ont une comorbidité.
Deuxièmement, tout simplement, le médicament est considéré comme plus efficace pour ce qui est d'inhiber le virus comparé au remdesivir. OK? Euh, et donc, ces bons résultats ont fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est le seul médicament, comme je vous le disais, qui est fortement recommandé par l'OMS pour contrer la COVID-19. Seul médicament antiviral, attention. OK? Euh, Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a également des traitements immunomodulatoires, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Alors, il y a également des anticorps monoclonaux qui ont été développés. Ces anticorps monoclonaux, ils ciblent tous la protéine S du virus. Donc, comment est-ce que les compagnies telles que, par exemple, Regeneron, qui est peut-être la compagnie qui a investi le plus d'efforts dans cette approche, comment est-ce qu'ils ont développé ces médicaments? Eh bien, ils cherchent des patients qui ont été infectés et qui ont bien contrôlé la maladie. Ils vont isoler des lymphocytes à partir du sang de ces patients. Donc, à l'intérieur des lymphocytes, on a les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, ce sont ceux qui produisent des anticorps. Donc, ils vont utiliser des approches pour isoler justement les lymphocytes B, mais pas n'importe quel lymphocyte B, ceux qui produisent des anticorps dirigés contre la protéine S. Donc, il y a des technologies pour ça que je vous ferai grâce euh, de ces, euh, de ces détails-là. À l'intérieur de ces lymphocytes B qui produisent des anticorps, ils vont isoler des fragments de gènes, les gènes pour les anticorps, justement. Alors, ils vont isoler ces gènes, ils vont les transférer dans des vecteurs d'expression et ce faisant, ils vont maintenant être capables d'exprimer des anticorps humains dirigés contre le virus de la COVID-19 et ils vont être capables d'exprimer ces anticorps dans des cultures cellulaires de leur choix. Okay? En réalité, la majorité des gens utilisent le même type cellulaire. Là encore, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais au final, on a ce qu'on appelle une expression recombinante de ces anticorps. Donc, les anticorps produits dans des cultures cellulaires humaines vont être au final purifiés et puis après toutes sortes de tests cliniques peuvent devenir des médicaments. Okay? Alors, ils vont neutraliser les virus. C'est le mécanisme d'action principal, c'est-à-dire que une des euh, à ces extrémités des anticorps, on a ce qu'on appelle des sites variables. Ces sites variables, ce sont eux qui vont reconnaître la protéine S, ils vont s'y fixer. Et la conséquence de ça, c'est que le virus ne pourra plus rentrer dans les cellules parce que la protéine S ne sera pas disponible pour interagir avec son récepteur qui est ACE2. Et la raison pour ça, c'est justement la présence d'anticorps. Donc là, il faut imaginer des anticorps qui se sont liés à la plupart des protéines S de ce virus. Un problème avec cette approche, c'est qu'il faut absolument injecter ces anticorps. Présentement, on n'a pas la capacité d'administrer des médicaments qui sont des anticorps oralement. Et ce qui s'est passé, qui a vraiment fortement ralenti l'utilisation de cette approche, c'est que le variant Delta et ensuite les variants Omicron ont montré malheureusement un haut niveau de résistance aux anticorps qui avaient été développés en réponse aux souches de 2020. Okay? Donc, idéalement, ce type de médicament devrait être évolutif, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des anticorps monoclonaux qui sont spécifiques des souches qui sont circulantes, qui circulent à ce moment donné. Mais la faisabilité de ça, malheureusement, n'est pas très grande parce que quand on développe un nouveau médicament, eh bien, il faut le tester cliniquement, etc. Ça prend du temps. On peut pas
avoir un médicament et le mettre sur le marché là, sans qu'il y ait des tests sérieux qui sont faits. Et donc, en raison de la capacité du virus à évoluer rapidement, mais malheureusement, pour l'instant, on, euh, ces médicaments constitués d'anticorps monoclonaux là, ne sont pas une réponse qui est considérée comme étant très intéressante. Peut-être que dans le futur, il y aura des anticorps monoclonaux qui vont être développés et qui seront capables de neutraliser toutes les souches de la COVID-19, indépendamment de l'évolution du virus. C'est évidemment un espoir. On a d'ailleurs le même espoir pour le VIH et pour la grippe, okay? Mais c'est plus difficile à réaliser qu'on ne le penserait. Et pour finir, la dexaméthasone. Donc, la dexaméthasone, c'est un immunomodulateur. En réalité, c'est un médicament qui va diminuer l'inflammation. Okay? L'inflammation est la source principale de la maladie pour ce qui est de la COVID-19. Donc, voici un des premiers essais cliniques, peut-être le premier essai clinique consacré à l'utilisation de la dexaméthasone. Là encore, les résultats ont été stratifiés. Donc, on voit ici les résultats de mortalité pour tous les patients, ou bien pour les patients qui sont aux soins intensifs, donc ce sont eux qui ont les complications les plus sérieuses, ou bien les patients qui reçoivent de l'oxygène sans être aux soins intensifs. Ça veut dire qu'ils ont eu des complications. Le plus souvent, ils sont à l'hôpital, ou bien ils peuvent recevoir également d'oxygénation à la maison. Mais ce ne sont pas les gens atteints les plus sérieusement. Et enfin, les gens qui sont infectés avec des symptômes faibles. OK? Puisqu'ils n'ont pas eu besoin de recevoir d'oxygène. Donc, je vais commencer par les gens atteints les plus sérieusement. Là, vous voyez que très clairement, la dexaméthasone a un effet pour faire diminuer le risque de mortalité chez ces patients. Donc, après ici 3 semaines, par exemple, vous voyez qu'on passe de à peu près 38% de mortalité chez les personnes qui n'ont pas reçu la dexaméthasone versus à peu près 25%. Donc, on tombe pas à zéro, ok? C'est pas une très, très grande diminution, mais c'est quand même une diminution claire. Le dexaméthasone a également un effet positif chez les patients qui ont des complications, mais des complications relativement moins prononcées. Okay? Par contre, chez les patients qui n'ont pas de complications, et une bonne partie de ces patients ont été infectés récemment, eh bien là, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que le risque de mortalité augmente avec l'administration du dexaméthasone. Pourquoi? Parce que le dexaméthasone va inhiber la réponse immunitaire et les patients qui ont été infectés récemment, qui n'ont pas encore de complications, mais qui ont du virus, eh bien, ils ont besoin d'avoir une réponse immunitaire qui est active et qui va empêcher le virus de proliférer. Okay? Donc, l'inflammation est une bonne chose dans les premiers jours de l'infection, mais est une moins bonne chose si les patients développent des complications. D'accord? Et donc, ce genre d'observation justifie le fait que la dexaméthasone est vraiment déconseillée pour les gens qui ont des symptômes modérés, mais qu'elle soit fortement recommandée pour les personnes qui ont des complications sérieuses. Alors, ce corticostéroïde, ça a été, comme c'est indiqué ici, la première molécule qui a été démontrée comme diminuant le risque de décès lié à la COVID-19. Depuis, on a d'autres immunomodulateurs qui se sont ajoutés à la liste de ceux qui sont utilisés. Et je vous en ai parlé au début du cours, notamment il y a les récepteurs de l'IL6 et puis il y a eu
beaucoup de tests cliniques visant à, dans le fond, utiliser ces immunomodulateurs en combinaison, OK? Donc, par exemple, des combinaisons de remdesivir et puis, de molécules bloquant le récepteur de l'IL-6. Alors voici où on en est présentement pour ce qui est des traitements contre la COVID-19. On a, certainement, besoin de davantage de molécules. Présentement, on a une seule molécule antivirale qui a été démontrée comme fonctionnant de façon satisfaisante, donc c'est le Paxlovid. C'est pas suffisant. L'histoire nous montre que les virus évoluent vite et qu'on a besoin d'avoir un arsenal qui est le plus large possible. Hem et ce serait important également de développer l'arsenal pharmaceutique, pas seulement contre la COVID-19 et puis les futurs variants qui pourraient apparaître, mais également contre de futurs coronavirus qui pourraient infecter, l'espèce humaine dans les prochaines décennies. Alors, merci de votre attention.